et bienvenue dans Génération Laudato Si, l'émission qui vous parle d'écologie intégrale et des défis d'aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver ici à Lourdes, à la Cité Saint-Pierre, pour un nouvel épisode sur le quart-monde. Précarité financière, handicap, maladie, solitude, à quels défis sont confrontées aujourd'hui les personnes en situation de grande précarité ? Dans une approche chrétienne de la crise sociale et écologique, nous allons voir comment nous pouvons nous mettre à l'écoute de la clameur des plus pauvres, comme nous y invite le pape François dans son encyclique Laudato Si. Je vais pour ça retrouver Thierry Deslauriers et Marcel Raymond qui vont nous aider à décortiquer tout ça. Soit on vient avec les paroisses dans lesquelles on est impliqué. Marcel Raymond est prêtre jésuite depuis 40 ans et docteur en sciences mathématiques. Il dirige actuellement le CERAS, le Centre de recherche et d'action sociale, une association jésuite qui propose des formations et des revues sur les questions de société. Marcel Raymond souhaite porter la voix des plus pauvres dans l'espace public et politique. Thierry Deslauriers est, depuis 13 ans, le directeur général de l'association aux captifs La Libération, qui rencontre et accompagne les personnes à la rue et les personnes prostituées. Ancien ingénieur, Thierry a décidé de mettre ses compétences au service du monde associatif, animé d'un vrai désir d'être l'ami des pauvres. Marcel, Thierry, bonjour. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec moi. On va s'installer ? Oui. C'est parti. Alors Marcel, Thierry, nous sommes donc à la Cité Saint-Pierre, dans ce lieu d'accueil et d'hébergement du Secours catholique, fondé en 1955 par le père Jean Rodin. Comment vous vous sentez tous les deux dans ce lieu qui accueille souvent des personnes en situation de précarité ? Marcel, je me retourne vers toi. Je suis très touché par revenir ici. J'ai beaucoup de souvenirs à Lourdes, et en particulier avec des personnes en grande précarité. Oui. Je me souviens d'une rencontre avec les évêques lors de leur assemblée plénière, où je me suis rendu compte combien c'est la petite Bernadette et les gens en précarité qui étaient le cœur de l'église. C'est la chapelle d'en bas plutôt que l'église, la basilique d'en haut. Un lieu fort pour toi, et Thierry ? Moi, je suis dans la joie parce que je suis venu plusieurs fois ici. Je me souviens particulièrement d'un pèlerinage où on avait vécu un grand lavement des pieds. On s'était lavé les pieds les uns les autres, les personnes accompagnées de la rue, les accompagnants. Et en plus, lors de ce pèlerinage, on avait une femme qui avait un gros problème au pied, qui était guérie miraculeusement. Et c'était une grande joie pour nous. Et ce moment était vraiment exceptionnel de charité fraternelle. Thierry, Marcel, dans cet épisode, on va essayer de se mettre à l'écoute de la clameur des pauvres. Est-ce que Thierry, tu pourrais nous rappeler un peu le lien entre clameur des pauvres et écologie intégrale ? Pourquoi on parle de ce thème aujourd'hui ? Eh bien, le pape nous parle d'une maison commune et de cette création dans laquelle l'homme est aussi une créature. Il fait partie intégrante de cette création. Et ce qu'il constate, c'est que quand nous sommes inattentifs à la nature et à la création, à l'environnement, nous sommes aussi souvent inattentifs aux pauvres et aux plus petits et aux plus fragiles. Et que quand on est inattentif aux plus fragiles, on est aussi inattentif à la création. Et donc il y a cette dimension de système global et puis cette dimension de conversion personnelle où l'attention aux plus pauvres et l'attention à la nature sont du même registre spirituel profond. Marcel, tu travailles donc au CERAS, c'est une de tes casquettes parmi d'autres, au contact de partenaires très différents qui eux-mêmes travaillent sur ces enjeux de clameur des pauvres, de pauvreté. Qu'est-ce qui te touche, toi, dans les formes de pauvreté auxquelles on est confronté en France ? Alors, ce qui me touche quand on parle de pauvreté, je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est qu'il y a les pauvretés visibles, et puis il y a tout ce qui est les pauvretés invisibles. Et donc, il faut absolument entrer dans cette pauvreté invisible, c'est-à-dire les pauvretés dans les familles, les pauvretés dans les institutions, dans les EHPAD et tout ça. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Pour qu'on se rende un peu compte, Marcel, tu parles de ces formes de pauvreté invisible. Est-ce que tu aurais quelques chiffres ? Alors, je vais prendre mon papier parce que Je t'en prie. pas envie Ouais. pas. Il y a beaucoup de rapports sur les pauvretés, mais celui qui compile un peu tous ces rapports, c'est celui du rapport de l'Observatoire des inégalités qui vient de paraître, et qui dit, alors il y a plusieurs seuils de pauvreté, mais celui qui prennent de 940 €, c'est voilà. Donc 940 € par personne par mois, un voilà, revenu, d'accord ? Voilà, et ça fait à peu près 4,8 millions de personnes qui vivent en dessous de ce seuil de pauvreté. Il y a ce qu'on appelle la grande pauvreté, ce sont des gens qui vivent avec moins de 500 €. Ça, c'est à peu près 2 millions de personnes, c'est énorme. Oui. Et puis, il y a ceux qui sont aidés par l'État. Alors ça, c'est le ministère des Solidarités qui dit, là, il y a 4 millions 100 000 personnes en France qui reçoivent un minimum social, une aide sociale. Et une personne sur 10 vit à la rue, dans des logements de squat ou simplement dans des bidonvilles.
Et ce que j'entends dans ce que tu dis, Marcel, c'est qu'on parle de précarité financière, mais il y a aussi ces questions de non-accès à un logement pour chaque personne. Et puis il y a aussi d'autres formes de pauvreté. Aujourd'hui, on le sait, des difficultés à se soigner, des difficultés à se nourrir de manière assez digne. Je vous propose justement qu'on aille voir une personne qui a accepté de nous raconter son parcours. Il s'appelle Mathieu, il habite à La Ferté-sous-Jard en région parisienne. Mathieu est sans emploi, sans revenu, sans qualification particulière. Il a vécu à la rue et a sombré dans l'alcool. Il nous raconte son quotidien. J'ai eu un parcours en fait qui était un petit peu, on va dire, assez difficile auparavant. J'étais dans la rue, quoi. La pauvreté n'est pas arrivée pendant mon enfance, elle est arrivée ensuite, due en fait à plusieurs éléments différents, liés en fait au divorce de mes parents, où j'ai dû ensuite me débrouiller seul. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est lié en fait à une rupture amoureuse qui m'a complètement détruite en fait. Et c'est là que j'ai commencé à consommer de l'alcool, effectivement, à partir de de mes 18-19 ans. En termes de quantité, je consommais en fait à la fin de la bière, mais de la bière qui est équivalent en fait à 5 litres de bière, donc un fût. Le quotidien de quelqu'un qui consomme de cette façon-là, c'est que en fait, il s'isole, il veut plus sortir, il a plus envie d'avancer, il ne veut plus progresser. C'est comme si en fait, il voulait se tuer doucement en fait, petit à petit, parce il perd toute raison de vivre et il sait plus quoi faire. Je suis en permanence dans le rouge. On est obligé de compter tout le temps. On ne peut pas vivre en s'achetant simplement de la viande ou même n'importe quel produit comme le fromage ou etc. Je passe une grande partie de mes journées en fait à chercher du travail. En ce moment, je suis sur 30 demandes et j'ai pas eu de réponse sur les 30. Ça fait à peu près un mois et demi que je suis en recherche. Le fait d'avoir arrêter aussi ma consommation en fait liée à l'alcool, etc. Ça m'a permis en fait de devenir aussi plus fort mentalement aussi et de faire plus de démarches et ainsi de beaucoup plus avancer dans la vie, tout simplement. Alors, Marcel, ce qu'on vient de voir, les images de Mathieu, ce n'est pas forcément un cas exceptionnel, malheureusement, en France. Mathieu fait partie de ce qu'on appelle le quart-monde. Est-ce que tu peux nous expliquer cette expression, le quart-monde? Qu'est-ce que c'est? Alors, le quart-monde, c'est une expression qui a été inventée ou proposée par Joseph Wrezinski, le fondateur d'ATD Quart-Monde. Ça fait référence au tiers-État lors de la Révolution française, en disant il y a un quart État, un quart-monde, qui doit aussi avoir sa voix dans le Parlement et autres. Ça fait aussi référence au tiers-monde. Voilà. Donc, ce sont un peu les plus pauvres ici en Occident. Après, c'est devenu, dans l'idée du père Joseph Wrezinski, un collectif, donc en fait une communauté de famille. Et donc, c'était aussi d'avoir une identité qui permette de s'identifier, de se retrouver ensemble avec une identité positive. Donc le quart-monde est vraiment pour le père Joseph quelque chose de positif et d'énergisant. C'est pas du tout un terme péjoratif quand on parle des personnes en précarité. Je vous propose de quitter la France à présent pour aller à Madagascar, qui est pour le coup l'un des pays les plus pauvres au monde. À Madagascar, 81% de la population vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 2 euros par jour. Alors là-bas, les formes de pauvreté sont vraiment diverses. Les gens ont un très faible accès à l'eau potable. Il y a aussi la multiplication de maladies, un taux d'analphabétisme très élevé. Et cette pauvreté, justement, est aggravée aujourd'hui par l'impact du réchauffement climatique. Alors, je vous propose d'écouter Rina Randria-Narivel. Elle est ingénieure, météorologue, et elle a fondé il y a quelques années une association qui lutte contre l'impact du réchauffement climatique. Elle est mobilisée depuis plusieurs années. Écoutez son témoignage. La majorité des régions, surtout dans le sud-est ou même dans les hauts plateaux, les hautes
terre centrale de Madagascar sont touchés périodiquement par ces phénomènes météorologiques et les écoles sont détruites. Et aussi, il y a plusieurs absentéismes à cause de la malnutrition, des maladies suite au passage de ces cyclones, les diarrhées par exemple, ou le paludisme, etc. Donc, il y a plusieurs impacts du changement climatique face à la population malgache. En 2021, l'association Mahatang a effectué une étude de la vulnérabilité de la population de la capitale face aux effets néfastes du changement climatique. Et cette étude a conclu que les changements climatiques ont surtout des impacts sur la santé, l'éducation, l'agriculture et la gestion de l'eau. Alors, Marcel, on le voit dans ce que nous raconte Rina, en fait, les personnes défavorisées sont les premières victimes du réchauffement climatique aujourd'hui. Oui, tout à fait. Le changement climatique, il est en train de balayer toute une série de constructions, de progrès, de développement, d'efforts contre la pauvreté, simplement parce que les gens sont obligés de fuir ou ne peuvent pas avoir à manger, ne peuvent pas avoir à boire. C'est quand même l'eau qui est le point le plus difficile. Et comme disait le pape dans Laudate Deum, il y a déjà des choses, on ne reviendra pas en arrière. Il n'y a pas moyen de retrouver certaines espèces disparues, il n'y a pas moyen de remettre de l'eau dans certains domaines qui sont désertiques. Oui. Donc on a déjà été trop loin dans toute une série d'endroits. Mais par contre, comme dit le pape, il y a encore des choses à faire. Alors, on le voit bien dans ce que tu dis, Marcel, la crise écologique que nous traversons est aussi une crise sociale. On va essayer maintenant de réfléchir un peu ensemble à ce que nous pouvons faire pour changer notre regard sur ces personnes en situation de précarité. On va aussi nous demander comment on peut leur donner plus de voix dans l'espace public et politique. Alors, Marcel, je me tourne vers toi. On va essayer de mieux connaître ces personnes. Est-ce que tu peux nous dire quels sont leurs profils exactement et ce qu'elles doivent affronter dans leur quotidien ? Alors, je me base un peu ici du rapport du Secours catholique qui fait chaque année un rapport sur l'état de la pauvreté des personnes qu'ils reçoivent. Donc, 1 million de personnes passent dans les différents lieux. Ce qu'ils disent comme premier changement, c'est qu'avec le temps, les personnes pauvres deviennent de plus en plus âgées. Et donc prennent de l'âge et en particulier il y a de plus en plus de personnes âgées qui sont isolées parce que la pauvreté n'est pas que financière, il y a la pauvreté d'isolement et autres. Et puis il y a beaucoup de familles monoparentales qui sont vraiment avec des femmes et leurs enfants, mais au bout du rouleau parce qu'il faut pouvoir acheter les courses et tout. Beaucoup de personnes qui sont, et c'est assez récent pour le Secours catholique, des personnes qui n'ont absolument rien. Donc, n'ont pas de ressources du tout. L'extrême pauvreté est arrivée. Et puis, beaucoup de personnes qui sont démunies et surtout la maladie, la santé mentale, comme on dit. Là, il y a énormément de gens. On a vu le problème de l'alcoolisme, la drogue, mais aussi de l'handicap mental. Ce sont les laissés pour compte de la société qui se retrouvent dans la pauvreté. Est-ce qu'il est juste pour toi de dire aujourd'hui que les personnes en précarité n'ont pas assez de voix dans l'espace politique et public ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Ça te semble juste. C'est vraiment le rôle de toutes ces associations. Alors, certaines portent la voix des plus pauvres, d'autres, comme ATD Quart Monde, le Secours catholique, amènent les plus pauvres au lieu de pouvoir politique pour qu'ils puissent eux-mêmes parler en leur propre nom avec ce croisement des savoirs, ces caves, enfin tout ce qui est un peu le travail de permettre la parole à ceux qui sont vraiment les plus pauvres. Tu parles de croisement des savoirs. Je ne suis pas sûre que c'est une expression qu'on comprenne bien. Tu peux nous l'expliquer ? C'est différents groupes qui se rencontrent. Il y a l'expertise des plus pauvres avec leur expertise de vie. Oui. Il y a l'expertise des scientifiques, des académiques, mais qui réfléchissent, tout ça. Et puis, il y a l'expertise des gens de terrain. Et ces trois-là vont devoir s'écouter, devoir apprendre à avoir un langage commun. Et finalement, le croisement des savoirs permet d'arriver à un consensus sur une formulation. Un exemple extrêmement important, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est avec Joseph Rezinski, lorsqu'il a fait son premier rapport sur la pauvreté. Les gens étaient persuadés que les familles pauvres voulaient pouvoir avoir plus d'argent. Or, les familles pauvres ont dit, nous, ce qu'on veut absolument, c'est qu'on puisse garder nos enfants à la maison. Et ça, c'était le numéro 1. Ne pas perdre, on ne nous emmène pas nos enfants. Voilà, donc le croisement des savoirs, c'est permettre aux personnes sans voix de
de dire ce qu'ils ont envie au pouvoir politique. Je me tourne vers toi, Thierry. Dans la foi chrétienne, Jésus-Christ nous invite à vraiment changer notre regard sur les personnes en situation de précarité. Et puis, il dit quelque chose pour le Christ, ce qui est important, c'est la fraternité d'abord. Oui, alors moi je remonterai au récit de la Genèse, au tout début. Oui. Dès le début, ça se passe mal. Caïn tue son frère Abel. Et la question de Dieu à Caïn, c'est qu'as-tu fait de ton frère? Et voilà, il est pointé là, par la Genèse, notre responsabilité vis-à-vis de notre frère. La responsabilité envers un autre homme, une autre femme, un enfant, voilà, on est aussi responsable de sa vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on a à déléguer aux associations ou au gouvernement. Bien sûr, il faut faire avec eux, mais on est chacun responsable de notre frère qui est à côté de nous. Ça, c'est fondamental. Et toi, justement, Thierry, tu es chrétien et tu côtoies des personnes en situation de précarité dans ton quotidien, aux captifs. Est-ce que tu penses que ces personnes en précarité peuvent être des guides pour nous dans la foi? Pour moi, notre seul guide, c'est le Christ. Mais le Christ lui-même, il s'est reconnu dans le plus petit et dans le plus pauvre. Oui. Et donc, si le Christ se reconnaît dans le plus pauvre, la parole du pauvre devient parole du Christ. Oui. Et il faut que je puisse l'écouter et l'entendre. Et donc, en ce sens, le pauvre va devenir un guide. Et Marcel, le père Jean Rodin, qui a créé la Cité Saint-Pierre, a dit une phrase, et je le cite, « Les pauvres, eux aussi, et eux surtout, ont le droit de profiter de la grâce du pèlerinage à Lourdes. Ne sont-ils pas les préférés du Seigneur ?» Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, tout à fait. Ben alors, Dieu est père et mère. Oui. Et si on rentre dans l'analogie de la famille, ben, le papa et la maman, ils ont une préférence absolue pour le plus petit, c'est-à-dire celui qui souffre, celui qui est malade, celui qui a des problèmes à l'école, celui qui a des problèmes de santé. Donc, en fait, c'est la dynamique même de l'amour d'être d'abord attiré par celui qui est le plus en danger. C'est ça la question de la préférence de Dieu pour ceux qui sont les plus amochés de la vie, les plus petits, les plus fragiles. Tu voulais dire quelque chose? Oui, parce que je trouve qu'en plus, ce que souligne Marcel et ce que disait Jean Rodin, c'est qu'en fait, il répond à une injustice fréquente. C'est qu'on oublie que les pauvres ont aussi une vie spirituelle et qu'ils ont aussi soif de Dieu et qu'ils sont les préférés de Dieu. Et donc, cet espace ici, la Cité Saint-Pierre, c'est un lieu où ils peuvent venir vivre leur vie spirituelle comme tout le monde. On l'entend dans ce que vous dites, il y a vraiment un enjeu de notre part à comprendre ce que vivent ces personnes en précarité et à proposer des solutions efficaces pour lutter contre la pauvreté à partir de ce qu'ils nous disent. Des solutions existent, on le voit ensemble. Face à l'ampleur des besoins aujourd'hui, de nombreuses associations se mobilisent pour venir compléter les dispositifs publics. Ces associations, vous en connaissez sûrement beaucoup, essayent de prendre la personne de manière holistique. C'est le cas de l'association Toi à moi, qui est née en 2007. Je vous propose de retourner voir Mathieu à la Ferté-sous-Jouarre. Il est accompagné par l'organisme. Regardez. On arrive au local de l'association Toi à moi. Mon appartement se trouve exactement en face. Et ça permet d'être pratique pour tous les entretiens et puis le jardin qui se trouve juste derrière. Voilà. On m'a proposé un appartement en fait lié à l'association Toi à moi. Je me suis dit que j'avais à peu près peut-être une chance sur 6 et que j'étais pas prioritaire en fait. Et quand j'ai su la nouvelle comme quoi en fait je pouvais obtenir l'appartement, j'en ai pleuré au téléphone. Salut Mathieu. Salut, comment tu vas? Ça va. Ça va. Je viens d'avoir une bonne nouvelle de partenaire mécène pour tes radiateurs. Ah ouais? Dans 15 jours, tu auras des radiateurs neufs. Bon, ça c'est plutôt une bonne chose. Sinon, bah écoute, ça va très bien. Au niveau de Carrefour City, du coup par rapport à l'offre, je les ai relancés samedi. On va avoir une période de test en fait dans les prochains jours qui vont venir. T'as pas encore de date précise, ils n'ont pas été... Pas de date précise pour l'instant. Plus carré que ça. La philosophie Toi à moi, c'est de se dire que les gens qu'on voit à la rue ou qui sont sans domicile fixe, eh bien ce qu'on voit, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est qu'ils sont en manque de logement. Ce qu'on voit moins, c'est que souvent ils ont des gros problèmes de santé, physiques ou psychiques, ou les deux, des problèmes d'accès aux droits, des difficultés à faire confiance dans les autres, dans la société, donc en manque de lien social créatif, on pourrait dire. Et donc, Toi à moi se propose de renverser
cette pyramide, inspirée de la pyramide de Maslow, en disant, nous, on commence par le logement, mais ça ne suffit pas du tout. Il faut ensuite permettre de rénover, de reconstituer, en quelque sorte, tous ces niveaux de la santé, de l'accès aux droits, de la confiance, du lien social, et pour, idéalement, avoir un emploi quand c'est possible. Alors Thierry, la prise en charge holistique d'une personne, parler de son logement, de sa santé mentale, etc. Est-ce que ça marche vraiment aujourd'hui? Ça marche, c'est pas fait suffisamment, Oui. mais parce que ça nécessite énormément d'efforts, non seulement avec un accompagnement social, mais aussi dans une relation fraternelle avec d'autres personnes. C'est important que les personnes ne soient pas accompagnées uniquement par des gens spécialisés, mais aussi par des frères et des sœurs qui vont vivre fraternellement avec la personne. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous regardent derrière leur écran et qui voudraient s'engager pour lutter contre la pauvreté aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, oui. La tâche est immense. La première, il y en a peut-être beaucoup qui ont peur et qui se disent je ne sais pas comment faire, ou qui ont peur de l'autre, peur de la différence. Et donc ça, je peux leur suggérer, pour ceux qui prient, de commencer par prier et de demander à Dieu de nous façonner un cœur qui sache être touché. Le pape à Marseille, il nous a fait une homélie sur le tressaillement, à accepter d'être touché dans ses entrailles. C'est la compassion, en fait. Et du coup, la compassion, on la met en œuvre après, mais c'est ne pas se carapassonner. Et ça, c'est important. Et puis, après, il faut oser y aller. Pour oser y aller, on peut mettre en marche ce que j'appelle la boussole de compassion. C'est-à-dire de regarder autour de soi quels sont les gens qui sont pauvres, qui sont dans le besoin, et de se dire vers lequel je peux aller. Et puis, est-ce que j'y vais tout seul ou est-ce que j'y vais avec d'autres? Parce que tout seul, on peut un peu, mais peut-être qu'on va fatiguer, peut-être qu'on va s'user, peut-être qu'on va être maladroit. Parce que la bonté du cœur ne suffit pas toujours quand on a une personne alcoolique. Comment est-ce qu'on l'accompagne? Eh ben, si on n'a pas appris des choses fondamentales qui sont absolument pas spontanées, eh ben, on va faire des bêtises. Il y a une palette extraordinaire de propositions. Alors, sur certaines précarités, il y a beaucoup. Sur d'autres précarités, il y a beaucoup moins. Et moi, j'invite quand même à aller regarder aussi sur celles qui sont plus cachées, qu'on voit moins. Les sans-abri, il y a beaucoup d'initiatives pour eux. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qu'on ne va jamais voir. Les personnes prostituées, il y a très peu d'associations auprès desquelles tu travailles. Auxquelles je travaille. Donc, je prêche pour ma paroisse, là. Et puis, je pense que les malades psychiatriques, il y a des initiatives sur certaines pathologies, comme l'autisme. Il y a d'autres pathologies sur lesquelles je pense qu'il n'y a personne qui va les voir. Donc, on peut aussi se laisser toucher par quelque chose un proche ou un ami qui est dans une difficulté, et ça va nous donner un lien et un moteur pour pouvoir y aller. Donc tu nous encourages à vraiment changer de regard, à nous former, à rejoindre des associations. Justement, on va aller écouter Xavier et Stéphanie. Ils ont choisi de s'engager aux côtés des personnes les plus pauvres. On les écoute. Après plus de 20 ans de distribution alimentaire d'urgence dans la rue, j'ai décidé de devenir bénévole à Hiver Solidaire. Le dispositif consiste à héberger 3 à 8 personnes pour une paroisse pendant les mois d'hiver. En tant que bénévole, on nous demande de préparer dîner et petit déjeuner et de partager ces moments avec les bénéficiaires. Je suis très heureuse de faire partie de cette initiative parce qu'il n'est plus véritablement question d'urgence, mais bien de créer du lien, de créer des conditions plus intimes et parfois même d'envisager une sortie de rue. Un SDF est prisonnier de ses bagages. Il ne peut absolument rien faire ou pas grand-chose et il est signalé à 200 mètres comme étant quelqu'un de la rue. La bagagerie permet aux SDF de déposer leurs bagages le matin et de les reprendre le soir, et du coup d'avoir une vie totalement anonyme et normale pendant toute la journée. Mais ça n'est pas le seul bénéfice, le seul avantage de cette association. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'elle est co-gérée par les gens de la rue et par les ADF, les bénévoles. Le conseil d'administration est composé à moitié de SDF, moitié de bénévoles. Le président est en général un SDF. Et cette manière de prendre les gens de la rue au sérieux et de leur permettre de se reprendre en main eux-mêmes est vraiment très intéressante et spectaculaire
Un très grand merci à ceux qui ont osé monter ça. Merci beaucoup. Alors comme Xavier et Stéphanie, vous aussi, vous êtes engagés dans votre quotidien auprès des personnes les plus pauvres. Qu'est-ce que ça vous apporte, cet engagement? Marcel, je commence par toi. Dans le réseau Saint-Laurent, c'est-à-dire les gens qui sont autour de la prière, la plupart disent, moi je suis rentré dans le réseau Saint-Laurent parce que quelqu'un m'a amené. Un réseau qui s'occupe de personnes en situation de précarité. Et en lien avec la foi et la prière et Oui. la parole de Dieu. Oui. Et donc, on y rentre souvent parce qu'on est amené par quelqu'un d'autre. Et donc, voilà c'est ce que j'ai appris, c'est d'abord d'être quelqu'un qui est amené. Et pas simplement quelqu'un qui y va et qui va amener quelque chose. C'est plutôt je suis amené. Et alors, ce que j'ai appris le plus dans tous ces contacts, c'est la joie d'être accueilli. Voilà. Et toi, Thierry, en quoi ton engagement te fait grandir auprès des captifs? Il m'a volé mon mot. Il t'a volé ton mot. Des joies, Évidemment, mais la aussi joie. des peines. Oui. Et puis, ça m'amène aussi à découvrir l'extraordinaire de la miséricorde de Dieu, parce que dans des parcours qui peuvent être très cabossés, avec des conneries, si je prends le mot des gens de la rue, et puis des gestes incroyables, le Seigneur finit par reconstruire des personnes, et avec une patience incroyable, qui n'est pas la mienne naturellement, et sur des chemins qui n'auraient pas été le chemin logique que j'aurais pris. Mais finalement, il y a des gens qui se redressent, qui sortent de la prostitution, qui sortent de la rue. C'est incroyable. Merci beaucoup Thierry, Marcel pour vos témoignages. Merci beaucoup à vous qui êtes derrière votre écran, qui avez été avec nous pour cet épisode. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si.